Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour l'échiquier international en direct de Al24 News. Les travaux de la tripartite réunie à Alger ont été sanctionnés par l'adoption d'un communiqué conjoint qui réaffirme l'importance du principe d'appropriation et de conduite du peuple du processus politique en Libye. Le communiqué en question conjoint, évidemment, a réaffirmé, entre autres, la position des trois pays rejetant toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes et surtout appelant au retrait des mercenaires et combattants étrangers du territoire libyen. En somme, cela rejoint quelque part le principe tant défendu par l'Algérie, à savoir qu'aux problèmes africains, les solutions africaines. Un impératif qui s'impose pour le dossier libyen, vu l'importance d'un retour à la paix pour la Libye et surtout pour les pays voisins. Nous en parlons dans un petit instant. Alors, pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir nos deux invités, Rafah Tabib et Riyad Sidawi. Rafah Tabib, vous êtes chercheur universitaire, spécialiste de la Libye, également géopolitologue. Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche, le CARAPS. Mesdames et messieurs, vous êtes tous les deux de Tunisie, donc, et en direct de Tunis. Bienvenue à l'échiquier international. Merci. Alors, pour commencer, Riyad Sidawi, l'Algérie, la Tunisie et même l'Égypte réunis à Alger pour tenter de discuter des différents problèmes auxquels est confrontée la région, en particulier justement les développements de la situation en Libye en tentant de trouver une sortie de crise sous l'égide de l'ONU, bien entendu. En quoi, Riyad Sidawi, cette rencontre aujourd'hui sanctionnée d'un communiqué très important est-elle importante maintenant? Est-ce que le timing est important? Oui, je pense, oui. D'ailleurs, la crise libyenne, c'est une crise très, très compliquée, très complexe, parce que c'est une crise d'ordre structurel. Il s'agit de l'État libyen en soi. Ce n'est pas une crise politique conjoncturelle. La Tunisie, à titre d'exemple, depuis la révolution de 2011, a traversé plusieurs crises, mais d'ordre politique, des crises politiques. Mais l'État est resté intact. Ça veut dire l'armée nationale est toujours là, l'appareil policier et surtout chaque gouvernement est face à un territoire bien contrôlé. En Libye, malheureusement, depuis 2011, l'État libyen n'existe plus. Pour les politologues ou les professeurs de droit constitutionnel, nous savons que pour avoir un État, il faut un territoire, souveraineté et surtout la souveraineté. Ça veut dire un seul gouvernement qui a les moyens de contrôler tout le pays, tout le territoire. Or, en Libye, nous savons bien aujourd'hui qu'il y a plusieurs structures de pouvoir. Je ne veux pas dire des micro-États. Nous savons bien que l'Est est à part, c'est un État, ou un micro-État ou une structure de pouvoir avec une armée, etc. Le sud aussi, presque il est indépendant, riche en pétrole. À l'ouest, il y a plusieurs milices qui disputent le pouvoir. Le pouvoir n'est pas même centralisé à l'ouest. Oui. Je dois rappeler pour l'histoire, et ce que j'ai dit depuis 2011 d'ailleurs, et vous pouvez regarder mes archives dans toutes les chaînes de télévision, j'étais très très pessimiste pour la Libye. Il me dit, mais toujours pourquoi? Je dis parce que l'OTAN a cassé l'État de la Libye. Certes, il a cassé, il a supprimé le gouvernement de Kadhafi, le régime de Kadhafi, mais l'État c'est autre chose. L'État, ce n'est pas ni régime ni gouvernement. Oui. Et depuis, il n'y a pas d'État en Libye. Aussi, j'ai remarqué, j'ai souligné à l'époque, en 2011, Jean Daniel, le directeur de l'Obs, le nouvel observateur, il est décédé, ça ne fait pas quelques... Donc il est décédé, disait à une chaîne de télévision française, en fait, la Libye actuelle ne peut pas rester comme ça. Il faut diviser la Libye. Il faut la répartition de la Libye pour que la Libye retourne à sa première nature. Ça veut dire trois États. L'État de Cyrénaïque, l'État tripolitain et l'État de Fazden, trois États. Et certes, il y a eu trois États avant la réunion
de la Libye, je pense en 1961. Après la constitution libyenne, on a eu l'État libyen connu. Aujourd'hui, on constate bien aussi, je dis ça malheureusement, il y a deux partis face à la crise structurelle libyenne. Il y a les voisins qui veulent la paix en Libye, qui veulent la sécurité en Libye et qui veulent sincèrement rétablir l'ordre en Libye. Je parle de l'Égypte, de la Tunisie et de l'Algérie, parce que ça fait partie de notre sécurité nationale aussi. On a des territoires, des frontières communes. Et de l'autre côté, il y a un autre front, d'autres États qui ne cherchent pas l'intérêt de la Libye, qui veulent que le statu quo persiste, qui veulent la répartition de la Libye, qui veulent tirer des ficelles afin de profiter de la richesse de la Libye. Oui. Des États qui n'ont pas de frontières avec les Libyes, mais qui interviennent massivement par leur argent, par leurs services secrets. Il y a une guerre secrète en Libye, nous savons bien. Donc oui. La crise est d'ordre structurel. Cette réunion donne l'espoir. Cette réunion veut vraiment cherche vraiment et sincèrement une solution pacifique et durable pour tous les Libyens. Et c'est pour cette raison que ce soit la Tunisie, surtout l'Algérie, ils ont pris une distance égale à toutes les formations militaires ou politiques en Libye. Aujourd'hui, on a des seigneurs de guerre en Libye, on a des milices armées en Libye. La situation est chaotique au plan de vue étatique. Ça veut dire, pour moi, l'État libyen, je ne vois pas, il n'y a pas l'État libyen. C'est pour cette raison que j'ai dit, c'est une crise très, très, très complexe parce que c'est une crise d'ordre structurel. On parle de structure, mais non pas d'une crise conjoncturelle. Oui. Très bien, Riyad Sidawi. On va revenir donc un à un sur les aspects que vous avez évoqués parce que finalement, c'est autour de ça que tourne le débat. Rafah Tabib, vous qui êtes spécialiste de la Libye en particulier et que c'est un dossier qui vous tient très à cœur de par le passé et par le présent, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une volonté réelle à vouloir maintenir la Libye dans ce statu quo très incohérent et bien sûr comme facteur d'instabilité à ces pays voisins? On verra par la suite par rapport à ces pays voisins. Oui, bien sûr, mais j'aimerais insister sur un point qui me paraît très absent dans les analyses actuelles. En fait, il y a bien sûr des pays, des puissances régionales qui voudraient maintenir le statu quo, ça veut dire le chaos milicien, la partition du pays de facto, une forme d'ingérence qui prend la forme d'une véritable mise à sac du pays et de la prédation de ses ressources. Mais ce qu'on est en train de remarquer, c'est que toutes ces puissances occidentales de l'OTAN qui avaient à un certain moment mis la main sur le pays pour pouvoir le partager entre des puissances et des sociétés étrangères, ces pays-là maintenant souffrent réellement d'une faiblesse réelle sur le terrain. Je m'explique. Aujourd'hui, on est en train de remarquer que, par exemple, les Turcs sont réellement en souffrance en Libye. Les mercenaires qu'ils avaient amenés en Libye représentent aujourd'hui désormais un véritable problème sécuritaire. Les Italiens qui ont profité de la manne pétrolière et gazière rencontrent énormément de problèmes aujourd'hui en Libye. Et surtout, il y a une érosion totale au niveau politique, au niveau de la légitimité de tous les gouvernements qui sont en place. Les deux gouvernements essentiellement, que ce soit à Benghazi ou à Tripoli. Donc, dans cette fracture de l'ancien ordre qui a été imposé par les pays occidentaux, les pays tels que la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte se sont imposés comme de véritables acteurs, pays capables de pouvoir pousser les Libyens à trouver une solution unitaire. Parce qu'il est là tout le problème en Libye, c'est qu'il y a des institutions qui n'ont strictement aucune légitimité, ni populaire, ni même au niveau de leur renouvellement. Et donc, ce qui est demandé en Libye, et c'est ce qui a été cité dans le 4e point de l'accord qui a été signé, c'est que les trois pays appellent à ce que les Libyens passent aux élections.
législative et présidentielle, Oui. et qu'on parvienne à renouveler de manière radicale toutes les institutions représentatives du pays. Seule alternative pour pouvoir réunifier ce pays qui aujourd'hui est en train de souffrir, et il faut le dire et il faut insister et ne pas avoir peur de le dire, d'une mise à sac de la part de ce qu'on peut appeler les formations miliciennes qui sont en train de pratiquer ce qu'on appelle une prédation des ressources, non pas seulement pour leurs intérêts, mais pour l'intérêt de certains autres pays et certaines autres puissances qui doivent maintenant impérativement quitter la Libye et laisser le peuple libyen trouver une solution unitaire et surtout faire participer toutes les parties constituantes de la société libyenne et en premier lieu les tribus. Et là est la carte maîtresse des trois pays, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, à savoir nos rapports, nous en tant qu'État, mais aussi en tant que société, avec la profondeur sociale en Libye. Rafat Habib, alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui rend ces élections réellement, ou l'organisation de ces élections de plus en plus difficile? En tous les cas, c'est ce que laisse apparaître les faits sur le terrain, parce qu'à plusieurs fois, il y a eu des dates qui ont été fixées, mais qui n'ont pas été respectées. Il y a eu des élections qui se sont organisées, mais qui n'ont pas été jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qui finalement rend tellement cette histoire d'élection difficile à être justement faite sur le terrain? Vous savez, les pays occidentaux et les pays qui profitent justement du chaos en Libye, lorsqu'ils parlent de démocratie, ils parlent essentiellement d'un processus politique qui passe impérativement par les urnes, mais qui va dans le sens de leurs attentes et de leurs stratégies. Ça veut dire toute élection en Libye qui pourrait amener des candidats qui ne s'insèrent pas dans la stratégie des Européens, des Occidentaux, des Turcs et de l'OTAN, et même de certaines puissances du Golfe, ces élections ne doivent pas se tenir. Et ça a été toujours le cas. Donc c'est pour ça que maintenant, lorsque l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte poussent pour la tenue de ces élections, c'est pour que le peuple libyen puisse s'exprimer et puisse surtout transcender toutes ces difficultés, ces obstacles qui sont totalement inacceptables de la part de la population libyenne, et qu'on en finisse avec cette situation de chaos milicien. Sachant pertinemment, et là je le rappelle, tous ces pays, que ce soit européens, la Turquie et les pays du Golfe, n'ont jamais réellement souffert du chaos institutionnel en Libye. Par contre, l'Algérie a une menace, la Tunisie à Ben Guerdan, l'Égypte à Farafira. On a payé chèrement par le sang de nos soldats et de nos citoyens ce chaos milicien et terroriste en Libye. Donc aujourd'hui, lorsque nous poussons pour qu'il y ait la tenue des élections, nous acceptons aussi le verdict des urnes en Libye. Contrairement aux pays européens, contrairement aux Occidentaux, contrairement à la Turquie et aux Meshicha du Khalidj, qui ne veulent pas et qui refusent qu'il y ait un candidat qui vienne et qui arrive par les urnes et qui a toute la légitimité pour dire à tout cela, quittez définitivement notre territoire. Oui, très bien. Rafat Habib, on va revenir justement à cette question de voir si est-ce que réellement le sort des Libyens est entre leurs mains, comme on voudrait tellement et si bien le croire. Riyad Sidawi, alors j'allais dire, quelle importance revêt ce genre de rencontre tripartite et quelles répercussions ce genre de rencontre peut avoir justement dans la sortie de crise aujourd'hui en Libye? Comme j'ai dit, évidemment, que ce soit la Libye, la Tunisie ou l'Algérie ou l'Égypte, les trois pays ont un grand intérêt de voir une Libye prospère, une Libye sécurisée surtout, une Libye unifiée. Il y a un seul gouvernement, un seul État, un seul interlocuteur, mais il y a des obstacles. Ça veut dire ces trois pays frères qui veulent aider les Libyens, mais les Libyens doivent aussi aider eux-mêmes. Et pour trouver une solution pacifique, politique et durable en Libye, il y a plusieurs obstacles. On parle des vrais obstacles, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Oui. À l'intérieur de la Libye, il y a un obstacle majeur qu'après
ce que nous appelons la révolution de 2011. Personnellement, j'ai écrit 2 livres en français et en arabe sur ce que nous appelons printemps arabe. Moi, je n'appelle pas ce qui s'est passé en Libye en 2011 une révolution. À la limite, je dis une guerre civile, mais dans cette guerre civile, l'OTAN a pris une position de soutenir et d'aider et de casser la partie gagnante. Ça veut dire les forces de Kadhafi ont gagné cette guerre civile, mais l'OTAN est intervenu contre la volonté du Conseil de sécurité. Attention, parce que l'intervention était basée sur la résolution en 1973 du Conseil de sécurité, cette résolution qui parle d'une zone d'exclusion aérienne en Libye et une vague phrase protection des civils libyens. Alors, l'OTAN a choisi d'intervenir et de changer le régime par la force. Et ça, c'est contre la charte de l'ONU. La charte de l'ONU insiste que les peuples ont le droit d'autodétermination. Ça veut dire qu'aucune force de l'extérieur n'a le droit d'intervenir et de changer un régime sur place. Bon, ça c'est sur le papier. Voilà, et depuis 2011, le pays est divisé entre ces milices. Donc, premier obstacle, c'est libyen, totalement libyen, c'est l'apparition des seigneurs de la guerre. Cette nouvelle élite, entre des guillemets, je mets élite, mais sont des seigneurs de la guerre. Et quand on cherche leur biographie, peut-être, je cite une seule biographie, celle de Rniwa, qui a été assassiné dans des accrochages avec une autre milice, et ils sont des aventuriers. Ils n'ont pas ni des militants politiques, ils n'ont pas des partis politiques, des aventuriers, on ne sait pas, des bandits parfois, des hors-la-loi. Il y a des terroristes aussi d'Al-Qaïda, n'oublions pas, ou de Daesh, qui sont devenus des seigneurs de guerre. Ça veut dire pour eux, cette guerre civile, ce statu quo, rapporte beaucoup de fortune, beaucoup de richesses, sont devenus des milliardaires, parce que la rente pétrolière libyenne, elle est toujours là. Donc, le premier obstacle, c'est ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont des chars, ne veulent pas une démocratie, ne veulent pas des élections. Rappelons-le, la division entre 2 parlements de gouvernement à l'issue des élections de juin 2014, parce que la partie, les islamistes à l'époque, qui ont perdu les élections, ils disent non, on ne veut pas accepter ces résultats. Puisque nous sommes armés, on a nos chars et nos milices, et pourquoi nous acceptons ces résultats? Puisque ces résultats disent qu'on a perdu. Donc, oui. Tout l'éclatement de parlement, de gouvernement, etc. Aujourd'hui, le premier obstacle sont les seigneurs de la guerre. Ils ne sont pas démocrates. Et moi, quand on a parlé, c'était en Suisse, à Genève, de la solution, soit la solution magique pour la Libye, on a parlé des élections présidentielles et législatives, mais je dis, l'élection, c'est le fruit d'un processus de démocratisation. Il faut un consensus. Il faut un compromis pour avoir des élections. Or, ce compromis n'existe pas en Libye. Ce sont des seigneurs de guerre. Ces seigneurs de guerre, aujourd'hui, ne veulent pas perdre leurs privilèges. Donc, pour eux, ce statu quo, ce statut où il n'y a pas un État central, il n'y a pas une armée, il n'y a homogène, il n'y a pas une police nationale, des services de sécurité secrets nationaux. Et quelle serait la solution dans ces cas, Riyad? Donc, c'est le premier obstacle, les seigneurs de la guerre. Les seigneurs de la guerre ne veulent pas une solution politique, pacifique, durable à la Libye. Et de loin, une démocratie. Alors, l'autre obstacle, c'est l'obstacle extérieur. Ça veut dire des États européens, occidentaux, ou même des États arabes, mais ils ne sont pas voisins de la Libye, ne veulent pas une prospérité de la Libye, ne veulent pas la réunion de la Libye, ne veulent pas voir une Libye unie, démocrate et stable. Ne veulent pas. Et ils cherchent à tirer profit. Ils cherchent le pétrole libyen. La grande question aujourd'hui, il va où le pétrole libyen? Qui exploite le pétrole libyen? Parce que la rente pétrolière aussi alimente cette guerre civile. De temps en temps, on voit les accrochages entre les milices à Tripoli ou les milices à la frontière tunisienne afin de contrôler la douane de Ras el-Chdir. Et aussi, on a une guerre, on a une guerre entre l'Est et l'Ouest quand les forces du général Haftar qui ont voulu
qui ont voulu envahir Tripoli, mais ils ont subi un échec militaire. Mais après, à l'époque, quand Faïd Sarraj, c'était le chef de gouvernement, a voulu faire une attaque, contre-attaque, aller jusqu'à Benghazi. Les mêmes qui veulent la statu quo en Libye n'ont pas accepté. Ni l'Est gagne, ni l'Ouest gagne. Il faut que la Libye soit dans cette situation. Voilà, c'est ça que je... Oui. Il y a une ligne de Sirte à Jafra, si on voit la carte devant nous, il y a une ligne qui vient du nord, du Sirte vers le sud Jafra, qui divise la Libye, la Tripolitaine, dans la capitale Tripoli, et la Cyrénaïque, dans la capitale Tobruk, historique Spa, et aucune partie n'a le droit de dépasser cette ligne. La même chose au Fazan, où il y a beaucoup de pétrole, parce que le pétrole libyen, il est à l'ouest, et surtout au Fazan au sud. Oui. La partie est, à la frontière tunisienne, n'a pas beaucoup de pétrole. Là, c'est pour cette raison, moi je suis contre la théorie du complot. Je suis politologue à Genève, en Suisse. On n'a pas le droit d'utiliser le concept ou le terme complot. On n'a pas le droit. Mais il y a un plan visible depuis 2011 afin que la Libye reste dans cette situation chaotique. Il ne faut pas un gagnant en Libye au plan militaire, ça veut dire qu'il ne faut pas un Bismarck libyen, même des talibans libyens, ça veut dire par la force sur la Libye. Il faut repartir la Libye. Et la répartition, elle est réelle. Aujourd'hui, sur la carte, on la voit bien. Elle est réelle. Peut-être un jour, ils vont traduire cette répartition réelle vers une répartition constitutionnelle, politique, avec des nouvelles constitutions ou des reconnaissances de ces micro-États par le Conseil de sécurité et par l'Assemblée générale de l'ONU. La situation est grave, deux obstacles majeurs. L'un intérieur sont les seigneurs de guerre, l'autre extérieur, des États vraiment qui ne veulent pas le bien pour les Libyens. Voilà, ce qui nous amène à dire quelque part aujourd'hui, est-ce qu'il faut garder beaucoup d'espoir concernant le dossier libyen? La Fatabib, dans ces cas-là, on va dire que l'Algérie, depuis le départ, donc le dossier libyen lui tient vraiment à cœur et à plusieurs reprises, elle n'a pas cessé de répéter que, par exemple, aux problèmes africains, les solutions africaines. Aujourd'hui, dans le communiqué qui a été publié, à savoir chasser les forces étrangères et les mercenaires, il y a aussi l'impératif qui a été mis en avant, à savoir aujourd'hui que seuls les Libyens peuvent réellement s'entendre entre eux. Alors justement, comment faire en sorte que, avec toutes ces conditions qui sont sur le terrain, les divergences et les différends, peut-on faire en sorte que les Libyens parlent d'une seule voix ou s'unissent si on les laisse faire, d'autant plus qu'aujourd'hui, toutes les conditions qui existent aujourd'hui en Libye sont là pour justement dissocier et, si vous voulez, laisser un peuple complètement divisé. Alors, vous pensez, selon vous, que ceux qui ont réellement quelque chose et un intérêt en Libye vont laisser faire? Justement, il y a un acteur qu'on oublie généralement quand on fait l'analyse de la situation en Libye et la configuration géopolitique dans ce pays. C'est le peuple. On oublie qu'il y a un peuple libyen qui a une tradition d'unité, qui a toujours refusé cette partition. On parle d'un pays qui a quand même eu à un certain moment un mouvement de libération nationale d'un très haut niveau qui a été commandé par Omar el-Mokhtar. C'est évident qu'en Libye, les gens tiennent à ce qu'il y ait un État unitaire. Et ceux dont on parle beaucoup, les chefs de milices, sont en fait des éléments qui sont totalement coupés de la société libyenne. Il s'agit de personnes qui profitent du chaos pour s'adonner à la prédation des ressources de la manière la plus violente qui soit. Donc, une des solutions qui vont être proposées, je pense, par les trois pays, c'est d'abord la démobilisation et le désarmement des milices. Et ça doit se faire sous l'égide de l'ONU. Et il y a un processus qui a toujours été mis en place par l'ONU pour ce faire et qui a réussi dans plusieurs pays africains, tels le Libéria, etc. Donc, je pense que les trois pays doivent pousser vers cette démobilisation des milices. Deux, n'oublions pas quelque chose, que l'Algérie et la Tunisie, et dans une moindre mesure l'Égypte, ont des relations très très fortes avec l'intérieur.
libyens, avec les tribus libyennes, avec les acteurs des notabilités locales en Libye. Et donc, ils peuvent faire appel à ces gens qui tiennent à ce que la Libye soit libre, à ce que la Libye soit unifiée, à ce qu'il y ait un départ imminent de toutes les milices et surtout les mercenaires qui sont dans une très large mesure affiliés à des groupes terroristes. Aujourd'hui, ce point très très important de cette initiative tripartite va obliger certains pays qui ne veulent plus aussi courir le risque de voir les vagues migratoires, le terrorisme, etc., proliférer en Libye et présenter un défi pour la sécurité européenne surtout, et là je parle essentiellement des pays de l'Europe méridionale. Tous ces pays-là vont devoir maintenant entrer en dialogue avec l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte pour trouver une solution. Moi j'estime qu'il faut garder espoir pour une raison très simple. Le peuple libyen s'est exprimé même de manière partielle à travers les élections qui ont été tenues dernièrement, notamment au niveau des municipalités. Et le peuple libyen a été très clair. On ne veut plus de ce pouvoir. On ne veut plus de cette clique au pouvoir, aussi bien à Tripoli qu'à Benghazi. On veut un gouvernement représentatif, un président capable de réunir les Libyens autour d'un projet national, autour d'un rêve national commun. Et là, il faut absolument que nous soyons, nous, les trois parties, les trois pays, Tunisie, Algérie, Égypte, aux côtés de la démocratie en Libye et du libre choix du peuple libyen. Parce que c'est la seule manière de voir émerger une Libye stable, une Libye qui est ancrée dans son environnement géopolitique régional et un pays prospère qui ne représente plus une menace pour notre sécurité, mais aussi même pour nos économies. Parce que lorsqu'on voit un peu ce qui se passe au niveau des trafics maintenant, en fait l'Algérie, la Tunisie et dans une moindre mesure l'Égypte, nous sommes en train d'alimenter ce pays qui ne produit pratiquement plus rien. Merci beaucoup, Monsieur Arafat Habib. Je sais que vous n'avez pas été jusqu'au bout de votre idée, vu que le temps qui nous est imparti est terminé. Merci, on se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International.